Bonjour à toutes et tous, un tout grand merci d'être là. Je suis vraiment très heureuse que cette soirée puisse avoir lieu. Je suis donc Axel Fischer, je suis la secrétaire générale d'Entraide et Fraternité qui est co-organisatrice de cet événement. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence. Ce n'est pas toujours évident d'arriver à avoir une soirée comme ça dans la semaine. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous et merci aussi à nos partenaires au Centre Avec, à Catobel et au Forum Saint-Michel, et donc particulièrement à Isabelle qui, autour d'un verre blanc, un verre de vin blanc, a eu non seulement l'idée, la proposition, mais aussi à travailler avec mon collègue Benoît Schumacher d'Entraide et Fraternité à l'organisation de cette rencontre. Et puis je voudrais aussi remercier déjà Isabelle Franck, que vous entendez la petite voix là, Isabelle, ma collègue, qui va assurer cet exercice difficile mais néanmoins essentiel de traduction entre le français et l'espagnol. Et puis enfin, surtout, mille merci à Lydia Rojas et à Gaël Giraud d'être avec nous ce soir. Alors cette rencontre, elle est organisée dans le cadre de la campagne de carême d'Entraide et Fraternité. La campagne de carême d'Entraide et Fraternité qui a pour thème l'espérance et qui a un focus plus spécifique sur le Pérou. Et cette campagne, elle a lieu, entre autres, dans le cadre d'un programme de travail soutenu par la coopération belge. Donc, Entraide et Fraternité a l'occasion de proposer des objectifs de travail, des activités grâce à la coopération belge et la venue de partenaires locaux, dont Lydia, avec nous, en fait partie. Alors, je voudrais vous présenter nos intervenants. Lydia Rojas, qui est ici à ma gauche, fait partie de l'équipe de l'association Instituto Bartolomé de las Casas, qui est une association soutenue donc par Entraide et Fraternité au Pérou. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Institut Bartolomé de las Casas, c'est une association qui est très chère au père Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez qui est décédé l'année dernière et qui est considéré comme le père de la théologie de la libération. Lydia est diplômée en anthropologie, elle a suivi des études en éducation populaire et en gestion de projets sociaux, et elle est également titulaire d'un master en éducation à l'innovation et à la citoyenneté. Et puis ici à ma gauche, il y a Gaël Giraud. Gaël est jésuite, il a une formation d'économiste, il est docteur en mathématiques, là j'ai tout mon respect, et en théologie. Ça va peut-être nous aider un petit peu ce soir. Ces dernières années, il a fortement orienté une partie de ses recherches sur les questions des inégalités sociales et de la transition écologique. Et j'ai ouï dire que Gaël a participé à la réflexion qui est petit à petit devenue l'encyclique Laudato Si du pape François, que vous connaissez bien entendu. Alors cet échange avec Lydia et Gaël, eh bien, il est très particulier et vous l'avez vu, vous l'avez lu. Cette rencontre a un intitulé qui n'a pas été choisi au hasard, et je vous le rappelle. L'intitulé de cette rencontre, c'est « Cultivons l'espérance, dialogue entre réflexion et pratique ». Et ce titre montre la volonté des organisateurs de mettre un focus sur 3 éléments. D'abord, le souhait d'un dialogue entre Lydia et Gaël, certainement, mais également avec vous. Et il y aura donc une place pour l'échange, les questions-réponses et le débat. Ensuite, la méthodologie du voir, juger, agir, qui nous permettra de partir des réalités vécues et vues par nos 2 intervenants et intervenantes pour prendre du recul et mieux comprendre les enjeux et enfin entrevoir des pistes d'action. Et enfin, pouvoir se laisser inspirer par la capacité de résilience de nos partenaires péruviens. La résilience, non pas dans une logique d'acceptation, mais comme une force d'action nourrie, entre autres, par une solidarité aussi bien locale qu'internationale. C'est à partir de cette méthodologie donc que je vais poser quelques questions à nos 2 intervenants avant que vous puissiez à leur tour dialoguer avec eux. Et la première question, et ils auront chacun 7 minutes, et je serai assez sévère à ce sujet. Alors, Lydia aura le double évidemment, puisque Isabelle la traduira pour que nous puissions toutes et tous la comprendre. Une première question que je vais poser à Lydia, c'est de nous donner un aperçu des réalités sociales, économiques et politiques du Pérou aujourd'hui. Et comment est-ce que le pays a vécu
et comment est-ce qu'il s'est relevé des différentes crises, de crises successives que le Pérou a vécues. Et je pense par exemple au conflit armé interne qui a eu lieu pendant plus de 20 ans, entre 1980 et l'année 2000, 70 000 morts et de nombreux disparus. Conflit armé interne, crise du Covid et répression populaire et policière, plus récemment. Donc je vais lui demander vraiment de partager cette expérience-là avec nous. Et puis dans un second temps, Gaëlle pourra réagir. Est-ce que vous êtes prêts? ¿Están listos? Perfecto, gracias. Buenas noches con todos y con todas. Es un gusto estar aquí. Vengo a contarles un poco cómo está Perú el día de hoy. Bueno, somos un país que actualmente tiene muchos desafíos en todo el territorio, sobre todo caracterizado por una fuerte debilidad institucional. Es un gobierno, el actual que tenemos, que desde hace un par de años asume un poder que no cuenta con una legitimidad para toda la población y que lamentablemente carga con la muerte de más de 50 peruanos. Además es un gobierno que actualmente solo tiene un 3% de aprobación y que además tiene un acuerdo con el Poder Legislativo que favorece mutuamente, es una especie de coalición antidemocrática en la que actualmente vivimos los peruanos. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous expliquer un peu la situation au Pérou. C'est un pays qui connaît beaucoup de défis sur tout le territoire et qui est caractérisé principalement par une faiblesse institutionnelle. Actuellement, le gouvernement qui est au pouvoir, ce pouvoir n'est pas reconnu légitime par une partie de la population et il est déjà responsable de 50 morts péruviens. Et dans les sondages, il compte seulement 3% d'approbation. En plus, il y a une espèce d'accord de collusion entre le pouvoir législatif et le gouvernement, voilà, qui fait que ce n'est pas très démocratique. Entonces hablamos de una coalición, como decíamos, antidemocrática, ¿no? En la que el Poder Ejecutivo está siendo subordinado por el Congreso, que es el ente con mayor desaprobación a nivel nacional. Ningún peruano confía en el Congreso. Y entre estos acuerdos, entre esta especie de alianza, se están dando leyes que favorecen a economías ilegales. El Congreso y el Poder Ejecutivo son cuadros políticos muy debilitados que tienen poder por sus alianzas con sectores de la economía ilegal y la economía informal, llámese minería, tala. Donc cet exécutif est en fait subordonné au Congrès, qui ne bénéficie d'aucune confiance de la part de la population dans cette alliance, et qui édicte des lois qui favorisent en fait l'économie illégale, notamment en matière d'extraction minière. Tala de árboles. Con tala de árboles. Tala. Ah, et de déforestation également. Entonces esto genera impunidad, una sensación en mucha de la población de que los que están robando, los que están haciendo daño al país, no tienen cómo parar. Es una sensación, como decíamos, de mucha frustración y mucha desesperanza o desconfianza incluso en las élites políticas. Donc il y a une sensation réelle d'impunité, et le fait que ceux qui font du mal au pays finalement ne peuvent pas être punis en quelque sorte ou arrêtés, et ça génère une grande frustration dans la population et un grand désespoir aussi. Efectivamente somos un pueblo, un país post-conflicto que vivió durante 20 años, desde los 80 hasta el 2000, que vivió una dictadura hasta el año 2000 y desde el 2001 hasta la actualidad hemos tenido algunos gobiernos con estabilidad básicamente expresada en el crecimiento económico,
pero sin embargo todavía hay grietas estructurales en nuestro país. Donc c'est un pays qui a connu différentes crises, et notamment une dictature. Et jusqu'en 2000, et à partir de 2001, il y a eu une stabilité dans les gouvernements qui a permis une croissance de l'économie, mais il reste des brèches structurelles importantes. La Comisión de la Verdad, que presenta su estudio final del 2003, señala que más de 70.000 peruanos fallecieron durante el conflicto armado interno. Y una de sus recomendaciones es reestructurar el aparato estatal. Donc la Commission pour la vérité a rendu son rapport sur tous les événements en 2003 et donc a constaté qu'il y avait 70 000 morts durant cette dictature et a conseillé, a promu une réforme de l'État. Esa recomendación tenía como una proyección combatir la corrupción que se había instaurado durante la dictadura y también sobre todo que el Estado pueda recomponerse y ser que sea un Estado digno para todos y todas. Donc ces recommandations invitaient notamment à lutter contre la corruption et à recomposer l'État para que sea un Estado digno para todos. Pour que ce soit un État digne pour tout le monde en fait. Sin embargo, la clase política ha distorsionado el rol de servicio de la función pública y política, enriqueciéndose y abandonando y haciendo oídos sordos a los problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Donc la classe politique a tordu en quelque sorte la fonction de service public. Abandonando el sentido de servicio a la política. En abandonnant le sens du service que devrait avoir la politique pour leurs propres intérêts. Haciendo caso omiso a la pobreza, a la desigualdad. En laissant de côté les inégalités et la pauvreté. Desde el año 2000 hasta este año hemos tenido 5 presidentes en el Perú. Eso es un claro ejemplo de la inestabilidad y de la poca voluntad política para poder hacer un programa nacional que incluya a todos y todas las regiones del país. Donc depuis 2000, il y a eu 5 présidents, ce qui est un exemple de l'instabilité politique et du peu de volonté de régler les problèmes de pauvreté dans le pays. Actualmente en el país somos 31 millones de personas y el 51% vive en una situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no logra cubrir su canasta básica de alimentos. Donc nous sommes un pays de 31 millions d'habitants et actuellement il y a 51% de la population qui se trouve en situation d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le panier de base de la nourriture suffisante. Y estamos viviendo una ola de mucha violencia en el Perú por esta coalición que decíamos. El Congreso da leyes que favorecen las economías y eso aumenta la criminalidad en la vida cotidiana de todos los peruanos. Donc on se trouve face à une vague de violence, notamment à cause de ces lois votées par le Congrès qui favorisent l'économie illégale et qui favorisent la criminalité et la violence. En ese contexto, la sociedad civil recuerda mucho cómo en momentos de crisis la organización social pedía no solamente la defensa de la vida frente a situaciones de violencia, sino también el derecho a alimentarse, que es una de las situaciones más vulnerables, que vulnera mucho la vida de muchos niños y de muchos peruanos también. Donc dans ces moments-là, la société civile se rappelle que dans les moments de crise, il faut défendre les droits humains, mais il faut aussi défendre le droit à l'alimentation qui met en danger une grande partie de la population, et notamment les enfants. Bueno, como decíamos, actualmente vivimos en esta situación de mucha incertidumbre. Tenemos a puertas elecciones el próximo año. Y el gobierno ha continuado muchas políticas que reducen el espacio de participación ciudadana
y también hay una necesidad de la sociedad civil de organizarse, sí, pero mucho temor por esta impunidad que se da en los casos ya mencionados durante las últimas movilizaciones hace un par de años cuando empezó el gobierno, pero también porque, como decíamos, las leyes favorecen que no se investiguen a quienes perpetúan esa vulneración de derechos, ¿no? Frente a eso, la gente sigue resistiendo, organizándose. Donc on est dans une situation d'incertitude, il va y avoir des élections l'année prochaine, et le gouvernement émet avec le Congrès, donc avec la complicité du Congrès, vote beaucoup de lois qui réduisent en fait l'espace de participation citoyenne. Et les citoyens, la société civile a besoin de s'organiser face à ça, mais elle a aussi peur, vu les cas récents de répression qui ont eu lieu lors des mobilisations. Bueno, espacios. Et donc, le Congrès aussi édicte des lois qui favorisent l'impunité, qui favorisent le fait qu'il n'y ait pas d'enquête lorsqu'il y a des exactions. En esas situaciones de crisis, los peruanos volvemos un poco a nuestras prácticas de comunidad, y lo que inicialmente puede ser la demanda de alimentos con la organización y con un poco el apoyo también de distintas organizaciones de sociedad civil, se puede lograr políticas, ¿no? El caso de los comedores populares es un gran ejemplo, que iniciaron en la época del conflicto armado y que volvieron a tener mayor presencia durante la COVID y que ahora, en la crisis actual, continúan. Donc les Péruviens reviennent vers des pratiques communautaires, des pratiques de communauté qu'ils ont mises en place lors des crises précédentes, notamment lors du conflit armé et lors du Covid, pour répondre à la demande d'alimentation simplement pour la population. Et donc notamment des cantines populaires dont on reparlera tout à l'heure dans la vidéo notamment. Okay. En este contexto peruano actual, existen también otras dimensiones que preocupan mucho a la organización social, como las luchas de los pueblos indígenas frente a un sistema extractivo que cada vez facilita la expropiación de tierras, que favorece la agricultura de monocultivo, por ejemplo. Entonces, frente a estos temas, la población continúa intentando poner en agenda pública su desacuerdo, ¿no?, frente a estas iniciativas políticas, pero también... Donc dans ce contexte, il faut aussi prendre en compte d'autres dimensions qui préoccupent la population, comme la situation des peuples indigènes dans le cadre de l'extraction minière, des politiques d'extraction minière qui provoquent des accaparements de terres, et aussi la politique qui favorise l'agriculture industrielle. Et donc la société civile manifeste sa désapprobation par rapport à ça. Solo como un dato, entre el año 2001 y 2023 se han perdido más de 3 millones de áreas de bosque de la Amazonía. Entre 2001 et 2023, on a perdu más de 3 millones. Plus de 3 millions d'hectares de la forêt amazonienne. Esto facilitado, como decíamos, por leyes que favorecen, ¿no?, la agricultura de monocultivo, pero también todo el interés por el cuidado ambiental, por esta ecología integral que muchos abrazamos, está calando sobre todo en las juventudes, ¿no?, que en la época de pandemia vivieron un momento muy complicado, y con la represión del inicio del gobierno también conocieron por primera vez el miedo de salir a la calle a protestar. Entonces, la dimensión de ecología, por ejemplo, abraza mucho a los jóvenes, a las juventudes, ¿no? Entonces es una oportunidad para que mediante el cuidado de la creación muchos jóvenes puedan organizarse, inicialmente por alimentos, pero van avanzando
en la defensa de derechos ambientales y derechos humanos también. La préoccupation pour l'écologie, et l'écologie intégrale, etc., se répand parmi les jeunes et concerne les jeunes, parce que pendant le Covid, ils ont pour la première fois connu la peur de sortir de chez eux, peur de la répression. Et donc c'est une occasion pour que beaucoup de jeunes s'organisent entre eux, dans un premier temps pour s'alimenter, pour fournir de l'alimentation, mais ensuite pour pouvoir défendre l'environnement et l'écologie. Entonces estamos en una encrucijada. No sabemos para dónde vamos a ir el próximo año en las elecciones. Algunos analistas indican que efectivamente el panorama es bastante incierto, pero sin embargo estamos muchas organizaciones de sociedad civil reivindicando estos criterios éticos que permitan una convivencia democrática. Estamos en espacios, colegios, parroquias, universidades. La gente se pregunta, ¿qué cosa es la democracia ahora? Cuando un gobierno con más de 60 muertos sigue diciendo que todo está bien. Y sobre todo la gran pregunta de muchos que nos hacemos es cómo seguir hablando de vida y de esperanza en un contexto de tanta muerte y de tanto caos. Y bueno, sí se van a dar respuestas. Nous nous trouvons actuellement à un carrefour parce qu'il y a une incertitude par rapport à ce qui va se passer aux élections de l'année prochaine. Le panorama est donc incertain. Beaucoup d'organisations revendiquent qu'il y ait des critères éthiques pour la formation du futur gouvernement. Et donc dans les écoles, dans les églises, dans les associations, on se demande un peu ce que va être ce futur gouvernement et ce qu'est la démocratie finalement dans ce contexte, sachant que le gouvernement actuel est déjà responsable d'une 70aine de morts ces dernières années. Muchas gracias Lidia, merci beaucoup Lidia. Gaëlle Lydia nous a donné quand même un panorama assez noir du contexte social, économique et politique. Alors on verra dans un deuxième temps comment est-ce que le Carrefour peut aller vers plus d'espérance et entre autres le travail de l'Instituto Bartolomé Las Casas y contribue. Tu as été au Pérou il y a une dizaine d'années. Est-ce que tu confirmes des éléments que Lydia a pu partager? Est-ce qu'il y a eu une évolution vers quoi? Ce que je retiens entre autres de ce que Lydia nous a dit, c'est que finalement on est dans une situation où les institutions qui devraient servir le pays et les populations locales, mais en fait elles ne servent que les intérêts d'une minorité. Alors là-dedans, quelles sont d'après toi finalement les causes de cette situation? Et pour aborder un des enjeux que Lydia a touché, qui est la cause écologique, est-ce que tu as l'impression que au Pérou, mais peut-être en Amérique latine de manière plus générale, la question écologique est présente parmi la population, point d'interrogation, parmi les dirigeants, point d'interrogation? Merci. Alors d'abord un caveat, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du Pérou. Je me suis rendu au Pérou, mais donc la spécialiste est à ma gauche, c'est pas moi le spécialiste. Voilà. Donc globalement, évidemment, je ne peux que confirmer, je vais essayer de redire un peu la même chose que ce qu'a dit Lydia autrement, avec un point de vue davantage d'économiste, disons. Peut-être la première chose qu'on pourrait dire pour ceux dans la salle, celles et ceux qui ne sont jamais allés au Pérou, c'est que le Pérou est un pays magnifique. C'est un pays unique en son genre, ou quasiment unique, parce que vous y avez à la fois une côte maritime qui donne sur l'océan, avec la capitale de Lima, aussi les sommets des Andes, que vous connaissez bien, Cusco, etc. Et puis la forêt amazonienne. Et donc vous avez trois types de cultures, de géographie, de populations complètement différentes qui cohabitent dans ce pays. Et ça fait que ce pays est assez unique de ce point de vue-là. Voilà, mais disons... Alors, si l'économiste essaie d'aller un tout petit peu au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, apparemment, si vous voulez vous interroger un économiste conventionnel, par exemple du FMI, il va vous dire « mais les choses vont bien au Pérou hein ». Parce que si vous regardez la croissance de ce qu'on appelle le PIB, depuis 2000, comme d'ailleurs Lydia l'a dit, en fait, il y a pas mal de croissance entre 2000 et, disons, 2019, juste avant le Covid, davantage que la moyenne de la croissance de l'Amérique latine. Bon. En 2020, avec le Covid, il y a eu évidemment une baisse, comme partout, comme en Belgique, comme en France, etc.
Et puis il y a eu une très forte reprise, plus 13% en 2021, et depuis lors, on est reparti sur des taux de 2,5%. Et donc en apparence, l'économiste conventionnel va vous dire, c'est pas mal, tout va bien. Bon. Mais comme Lydia vient de vous le faire sentir, ça dissimule en vérité une économie qui est très, on pourrait dire malade, pour les raisons suivantes. C'est que fondamentalement, c'est une économie qui est fondée sur l'extractivisme minier. Les minerais représentent 50%, même 58%, je crois, de mémoire, des exportations du Pérou. Ce qui est colossal. C'est-à-dire plus de la moitié des exportations du pays dépendent des minerais et fondamentalement de 3 minerais pour lesquels le Pérou a une espèce de spécialité, qui sont le zinc, le cuivre et l'or. Et donc ça crée une dépendance du Pérou à l'égard des marchés internationaux et en fait des marchés du Nord, les nôtres, et à l'égard en particulier des prix des minerais qui s'y établissent. Et ces prix-là sont tout sauf rationnels, ils peuvent s'effondrer demain matin. S'ils s'effondrent demain matin, les exportations péruviennes s'effondrent, et ça crée une fragilité économique colossale pour le pays. Alors un autre pays d'Amérique latine qui est toujours extrêmement dépendant d'une autre ressource, qui est le pétrole, c'est le Venezuela, et on a bien vu que l'absence complète de diversification de l'économie vénézuélienne a fait que lorsque le cours du pétrole s'est effondré, le Venezuela s'est effondré. Pourquoi est-ce que le cours des minerais pourrait s'effondrer? Parce que, et ceux qui suivent les cours d'économie qui ont lieu au Forum Saint-Michel le savent, les cours internationaux des minerais ne sont plus dictés par l'offre et la demande de minerais, mais par la spéculation financière sur des actifs dérivés financiers sur les minerais. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais en gros, retenez que le prix des minerais aujourd'hui, ça dépend essentiellement de ce que pense un petit millier de traders sur la planète. Et donc ça peut augmenter demain matin, ça peut s'effondrer après-demain, réaugmenter, etc. Donc une économie dont 50% des exportations dépendent des minerais, c'est une économie qui est extrêmement fragile. Simplement, c'est une économie extractive qui va profiter à une toute petite minorité, c'est ce qu'a dit Lydia, laquelle a réussi, après 20 ans de dictature, une petite vingtaine d'années d'hésitation un peu démocratique, à reprendre le pouvoir. Et en fait, quand Lydia nous dit bon, le gouvernement actuel a 3% d'approbation, ça veut dire qu'en fait, c'est une nouvelle dictature en vérité. Un pays où il y a 3% de la population qui approuve le gouvernement, c'est un pays dont le gouvernement n'est absolument pas légitime, en aucune manière. Voilà. Et donc il n'a rien à faire là, en vérité. Donc il devrait être retourné aux urnes depuis longtemps et avoir cédé la place à un gouvernement plus légitime depuis très longtemps. Et en fait, ça, c'est la collusion entre une petite élite financière formée en Occident, essentiellement souvent aux États-Unis, et les compagnies minières qui détruisent la forêt et extraient les précieux minerais du sous-sol. Alors le paradoxe de cette situation, de cette économie malade, c'est que le Pérou, en dépit de ses très grandes richesses naturelles, importe chaque année de quoi manger. Hein, et Lydia l'a dit, près de 50% de la population est en insécurité alimentaire. Et donc le paradoxe, c'est que le Pérou importe du soja, du blé, du maïs tous les ans, à la fois pour nourrir les humains et pour nourrir le bétail. Et donc vous avez un déséquilibre colossal dans ce petit pays, 31, 32, 33 millions d'habitants, en gros 3 fois la Belgique, qui fait qu'il dépend fondamentalement des marchés internationaux pour ses exportations, et il a absolument besoin d'importer de quoi manger, tous les ans. Et nous avons fait l'expérience, nous tous, à la fois au début du Covid en 2020, et puis au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, que ce qu'on appelle les chaînes de valeur internationales, c'est-à-dire en gros le commerce international de produits agricoles, est tout sauf robuste, puisqu'il a été interrompu en partie par le Covid et interrompu en partie par la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc c'est un autre sujet de dépendance colossale pour le Pérou qui dépend complètement du prix du blé, du maïs, du soja sur les marchés internationaux, lequel prix est tout aussi erratique et irrationnel que celui du zinc, du cuivre et de l'or, puisqu'il est dicté non pas par l'offre et la demande de ces produits, mais par des mouvements de capitaux financiers sur des actifs financiers sur ces produits.
Donc vous voyez un petit peu le déséquilibre majeur qu'il y a dans cette économie. Alors, le résultat, c'est ce que Lydia a dit, c'est-à-dire un pays qui finalement reste pauvre en dépit de ses extraordinaires richesses. Donc le PIB du Pérou, c'est 250 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Comme point de référence, la Belgique, c'est 644 en gros, pour une population qui est à peu près 3 fois plus grande. Bon. Ça veut dire qu'en gros, un Péruvien moyen est en moyenne 7,5 fois plus pauvre qu'un Belge. C'est ça, 7,5 fois plus pauvre. Bon. Donc c'est ça le résultat. Alors que le Pérou a des richesses colossales que la Belgique, par exemple, n'a pas du tout. Du point de vue de l'industrie, le Pérou a une industrie, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. 12% du PIB, c'est le secteur industriel, le secteur manufacturier, avec notamment la chimie. Le Pérou est assez bon en chimie. 12%, c'est davantage que la Wallonie, c'est moins que la Flandre, et c'est à peu près ce que fait la France. C'est le taux d'industrialisation de la France. Donc de ce point de vue-là, le Pérou n'est pas du tout un pays retardataire, c'est un pays qui a un certain nombre de très bons ingénieurs, d'usines qui fonctionnent, de très bonnes universités, la Católica de Lima. Les jésuites ont une petite université là-bas qui s'appelle la Ruiz de Montoya, où j'ai donné des conférences. Bon. Ils ont autre chose aussi, je vous le dis, pour si jamais vous y allez, une magnifique, sublime chapelle qui a été peinte, dessinée et décorée par des indigènes. Et c'est une merveille absolue. Voilà. Mais donc, je reviens un tout petit peu à l'économie. Donc, Lydia l'a dit, très grande pauvreté, finalement, alors que le pays est très riche, et des très fortes inégalités. Alors, comment est-ce qu'on mesure les inégalités? On appelle ça l'indice de Gini, qui mesure le niveau d'inégalité à l'intérieur du pays. Bon. Et l'indice de Gini du Pérou est 2 fois plus élevé que celui de la Belgique ou de la France. Voilà. Alors, évidemment, de nouveau, un économiste de Chicago va vous dire « Ah oui, mais il est inférieur à celui du Brésil. C'est encore pire au Brésil. » Certes, mais ça n'est pas une consolation. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça les enjeux que Lydia a bien dit. Très grandes inégalités, pauvreté, alors que le pays est extrêmement riche, mais avec une économie complètement déséquilibrée, qui est en fait façonnée par nous et pour nous. Et puis j'ajouterais, et Lydia l'a dit, l'énorme enjeu écologique. Une partie de l'Amazonie se trouve au Pérou, vous le savez sûrement, 1 verre d'eau sur 5 que nous buvons provient de la transpiration des grands arbres d'Amazonie. 1 verre d'eau sur 5 que chacun d'entre nous boit en Belgique tous les jours. C'est de l'eau qui provient d'Amazonie. Une bouffée d'oxygène sur 5 que nous respirons tous les jours provient de la photosynthèse des grands arbres d'Amazonie. Donc, ça n'est pas exagéré de dire que vous et moi, Axel, à ma droite, nous sommes l'Amazonie. Elle est dans notre corps. Voilà. Et donc, on pourrait dire, oui, aider le Pérou et la société civile péruvienne, et en particulier les populations indigènes qui vivent en Amazonie, à protéger le biome amazonien, c'est un acte de solidarité. Certes, c'est vrai, mais c'est aussi un acte de soin pour nous-mêmes. En prenant soin de l'Amazonie, nous prenons soin de nous, parce que l'Amazonie nous fait vivre, aujourd'hui, très concrètement. Imaginez qu'on vous enlève 1 verre d'eau sur 5, tous les jours, et qu'on vous prive d'une bouffée d'oxygène sur 5 tous les jours. C'est ça ce que ça veut dire, la destruction de l'Amazonie. Donc il y a un enjeu planétaire, colossal, à aider les sociétés civiles qui ont le courage de le faire, à protéger l'Amazonie. Alors, vous avez des pays où ça se fait, le Brésil, avec une société civile extrêmement agissante, l'Équateur, j'y suis allé, extrêmement agissante, le Pérou. Voilà. Donc ce sont ces pays-là qu'il faut aider par solidarité et, en fait, même de manière très intéressée, pour prendre soin de nous-mêmes. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci à tous les deux de tenir bien le temps à l'œil. On ne boira plus jamais un verre d'eau de la même manière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci Gaëlle, parce que tu nous donnes vraiment des clés d'analyse économique très intéressants et vraiment passionnants. Et ça nous montre aussi très directement le lien qui existe entre le Pérou et la Belgique, ou entre le pays et le Pérou et l'Europe. Ce que je voudrais vous proposer, parce que du coup, avec les 2 interventions que nous venons d'avoir, nous avons quand même un contexte un peu morose, mais il y a une deuxième partie à la conférence qui est de voir un peu les pistes et ce qui se met en place.
par la société civile locale. Ce que je vous propose, c'est, avant de redonner la parole et à Lydia et à Gaëlle, c'est de visionner une courte vidéo qui a été réalisée par Entraide et Fraternité dans le cadre de la campagne et qui présente les différents partenaires et les projets qui sont soutenus sur place. Vous êtes prêts? Ça marche? Alors, je vais devoir un peu gérer la technique ici, donc une petite minute de patience. MOSIC es una organización que trabaja con varias organizaciones que hace incidencia para trabajar frente al cambio climático. Específicamente en San Juan del Lurigancho lo que hacemos es instalamos huertos agroecológicos con vecinos y también incidimos de manera en políticas públicas. Bueno, la resiliencia en San Juan del Lurigancho, específicamente con las organizaciones con las que trabajamos, son las mujeres las que resisten, las que trabajan, las que empujan las comunidades. Como hemos podido ver en el caso de Victoria, se organizaron en el tiempo de la pandemia y a pesar de las carencias económicas que muchas veces se dan, siguen resistiendo y siguen dando apoyo a más beneficiarios. La olla común se forma por la necesidad de la pandemia, ¿no es cierto? Luego, ya cuando se apertura nuevamente, ¿no?, los trabajos, aún acá, como usted ve, el sitio es muy rústico y también hay familias que sí necesitan. Mayormente son madres solteras, mujeres que trabajan y dejan a los hijos solos, otros que son familias abandonadas, ¿no? Entonces no hay mucho ingreso económico en su hogar y ellos viven de algún tejido que hacen o una costura, así, algo que se pueda manipular y estar pendiente de sus hijos a la vez en su casa. Nos encontramos acá en el área verde Simón Bolívar 1, San Juan del Lurigancho, y estas áreas fueron rescatadas porque fueron tomadas por los traficantes de terreno. Ahora tenemos las áreas verdes, como ven, y también tenemos biohuerto de la lombriz feliz y también de MOSIC. Nos gustan las plantas, también los biohuertos tener, porque ya hemos tenido anteriormente y en esa parte somos muy cuidadosos. La importancia de la agroecología en San Juan del Lurigancho es a través de la recuperación de espacios verdes, volverlos en productivos, huertos agroecológicos. Viene desde la importancia desde trabajar desde los sistemas alimentarios, el empoderamiento de la mujer y la autonomía de la mujer sobre todo, ¿no? Pero esto va ligado a los circuitos cortos de comercialización, sistemas alimentarios, el excedente, que es el 20% de la producción que se hace, se podría vender, ¿no?, que también podría ayudar a la autonomía económica de la mujer. ¡Resistencia agroecológica! La agroecología, hoy en la actualidad, puede que sea un tema difícil de comprender, ya que no solamente es plantar una planta y esperar el resultado hacia una cosecha, que es quizás lo que hace la agricultura como tal. La agroecología se supone como un modelo integrador donde componen varios elementos: la cultura, la ciencia y la intención social. Los niños son involucrados. Ellos desde pequeño están formándose cuidar el ambiente. Ellos a la vez son efectos multiplicadores en casa para con sus papás. En casa lo ponen en práctica lo que hacen en el colegio. Mi rol en Centro Loyola ha sido como promotor ambiental. De primero capacitarme en los talleres de agroecología, de ambiental, y posteriormente también capacitar a jóvenes con mis conocimientos ya desarrollados en la institución Abraham del Omar. En tercer lugar,
ya en compañía de mis compañeros promotores ambientales, conmigo mismo, los adolescentes y padres de familia, aplicar los conocimientos ya en el sitio mediante los biohuertos, composteras y la lombricultura. Mi motivación es, en primer lugar, interrelacionarse con las personas, socializar y darles la visión de lo que les puede brindar la agroecología, el medio ambiente y la producción que ellos mismos pueden realizar. Porque parte de que obtienen sus propios alimentos, pueden usarlo de manera económica al venderlo, tienen la seguridad de estar comiendo algo sano y ver el proceso ellos mismos de primera mano, ¿no? Ellos producir y consumir. Bueno, los comedores populares tienen una vital función social en nuestra sociedad peruana, sobre todo yacuchana, ¿no? Porque atienden a muchas personas y a gran sector de la población en condiciones de pobreza, ya que no permiten sus ingresos tener la canasta básica familiar y con ellos alimentos de calidad. Y estos comedores están dirigidos por mujeres y el trabajo con mujeres es una oportunidad también para el cambio social. El rol de Calpa en el país justamente es elaborar propuestas innovadoras, sostenibles y de desarrollo social en el país. Nosotros no queremos ser el protagonista, sino fortalecemos capacidades en la población para que ellos sean los protagonistas de su propio desarrollo. Ayuda de Calpa que recibimos primeramente son ayudas psicológicas para familias con problemas, como siempre hay en los niños, más apoyo en la adolescencia a los niños, la rebeldía, la crianza de los hijos. También nos ayudan en los talleres cómo criar las plantas, cómo adoptar una plantita. El trabajo que hacemos acá es la promoción del cuidado del medio ambiente y la cultura verde. Trabajamos tanto con padres de familia como con niños líderes. Entonces lo que buscamos es que ellos aprendan los métodos de cuidado del medio ambiente y establecimiento de biohuertos para que ellos también puedan enseñarlos también a sus congéneres. Trabajamos, por ejemplo, con la señora Micaela Silva. Ella es una lideresa aquí, lideresa medioambiental, promueve a sus congéneres y a los niños también la participación, el establecimiento de biohuertos e impulsa. Ella es una persona muy participativa. En la Asociación Calpa, nosotros como niños líderes, nosotros elaboramos pancartas y trabajos ayudando a promover el medio ambiente y hacemos el uso de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Yo me siento muy feliz y me desestreso al venir en estos talleres porque en vez de estar en mi casa aburrida, me vengo acá, me desestreso, aprendo más cosas nuevas y cómo poder adoptar a una planta. Nosotros no teníamos plantas. Ahora de mis plantas yo saco mi cebolla china, lo necesito para mi comida, mi culantro, su zapallito italiano de mi hija, tomate, cositas así tenemos que ya no gastamos en el mercado, lo sacamos de nuestra propia cosecha. Todos los chicos, todos los niños y adolescentes de todo el Perú y de todo el mundo, el aprendizaje sobre el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente es fundamental en estos tiempos. La Asociación Civil Chibolito actualmente a nuestros niños y adolescentes en situación de riesgo ofrece el apoyo primeramente en educación, porque es una de las situaciones que la pandemia lamentablemente dejó mal. El otro, digamos, apoyo que recibe nuestra población es poder mejorar la autoestima por la violencia que ellos viven tanto en los hogares como en las calles cuando salen a trabajar. Y como tercer objetivo que tenemos es promover y defender los derechos de nuestra niñez, porque lamentablemente Cajamarca, nuestras autoridades, no se ocupan mucho de este tema para poder ayudar a nuestros niños. Yo estuve a los 8 años
aquí. Mi primer encuentro fue de que había llegado por problemas que tenía, ayudaba siempre a mi mamá en el trabajo, entonces a veces se me dificultaban los estudios. Es por esto que conocí a Chibolito, el profesor me encontró, me trajo para que de alguna manera pueda mejorar en los estudios y también me encantó bastante porque ese encuentro que yo tuve fue también que hacían como manualidades y eso de ahí también me llamó más la atención. Entonces para mí fue que llegar acá es como mejorar en todos los aspectos de mi vida porque también aprendí a tener una conexión más con mi familia y también mejorar en los estudios. Chibolito me ha ayudado a conocer mis derechos y a defenderlos, me ha ayudado a tener más educación, me ha ayudado en el sentido de ayudar yo también a otros chicos a que aprendan así como yo inicié. Y los frutos que veo ahora es de que ya estoy estudiando una carrera universitaria y que gracias al apoyo de los profesores también me he ido abriendo un poco más y para mí eso es muy importante. Nuestra labor está dirigida a los niños que trabajan a partir más o menos de las 6, 7 de la noche, ¿sí? Porque ellos son los que están más desatendidos por otras instituciones. Lo que vamos haciendo nosotros es salimos a calle, hacemos un seguimiento a los diferentes niños que pueden estar trabajando para poder conocer cuál es el problema que ellos les conlleva trabajar en calle, para saber qué otros problemas pueden tener y recibir el apoyo para poder, digamos, solucionar o buscar una solución para esos tipos de problemas. El primer punto positivo que podemos ver en los niños es que empiezan a confiar en ellos mismos. Confiaron en nosotros, pero ahora confían en ellos. Segundo es que va mejorando la educación, tienen la oportunidad de recibir y mejorar la educación aquí en Chibolito, pero también está disminuyendo el tema de violencia dentro de sus hogares. No podemos solucionar estos problemas porque la situación económica de nuestro país no lo permite. No hay alternativas que nos ayude a decir que un niño no salga a trabajar. Sin embargo, nuestra función es aliviar, prevenir estos problemas que se suscitan en la calle. Voilà, je crois qu'on a vu énormément de choses, en tout cas ce qui est, je trouve, assez interpellant dans cette vidéo. Je ne vois pas pour la première fois, mais à chaque fois ça m'impressionne beaucoup, c'est à quel point les enjeux agroécologiques, l'agroécologie est vue non pas comme une technique alimentaire, ce que c'est aussi également, hein, donc c'est vraiment, ça a été une réponse, une adaptation suite à la crise de Covid, hein, tous ces jardins potagers, ces projets d'école entre autres, mais c'est aussi une manière de faire du lien humain, hein, entre voisins pour s'aider, mais aussi du lien avec la nature. Alors je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase que je trouve assez incroyable, quand la petite fille dit qu'elle a été en capacité, qu'elle a pu adopter une plante. Je trouve que c'est très, très parlant par rapport au lien de la nature, surtout dans des quartiers pauvres de l'extérieur de Lima, comme San Juan de Lurigancho. Hein, ce sont vraiment des bidonvilles. Lydia, je voulais te demander, c'est très impressionnant, je trouve, de voir des femmes et des enfants prendre la parole de manière aussi aisée devant une caméra. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps ou si c'est déjà arrivé, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Est-ce que c'est courant? Est-ce que ce sont des personnes qui ont facile comme ça à communiquer ou est-ce que ça fait partie de l'accompagnement que vous avez pu donner à ces populations? Merci. Bueno, sí, efectivamente en las 4 experiencias que hemos visto hay un componente de formación y de acompañamiento que busca fortalecer no solamente que los niños y mujeres construyan sus propias decisiones,
sino también a ayudarlos, a guiarlos, a acompañarlos en esta capacidad de discernir frente a algo que les estamos mostrando, ¿no? La organización para ellos ha sido importante porque, como dice Axel, no solamente ha fortalecido el tejido social, sino también ha permitido que expresen una idea, una opinión sobre la situación que ellos vivían y han construido juntos también nuevas alternativas de solución. En effet, dans les 4 expériences que nous avons vues, la formation et l'accompagnement sont importants pour renforcer les jeunes et les femmes et pour qu'ils et elles puissent prendre leurs propres décisions, construire leurs propres décisions. Et l'organisation, en effet, a resserré les liens du tissu social, a resserré le tissu social et a appris aux jeunes et aux femmes, a formé les jeunes et les femmes pour qu'ils puissent s'exprimer et construire eux-mêmes des alternatives. Est-ce que tu parles de cette capacité d'expression à un niveau local? Est-ce que tu as l'impression que ces besoins et ces revendications populaires peuvent, d'une manière ou d'une autre, être entendus au niveau national, voire pourquoi pas au niveau international? Je pense au fait que la COP 30 aura lieu au Brésil fin de cette année. Bueno, el desafío para la organización social es poder incidir, ¿no?, en los proyectos que se tienen, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho y Ayacucho. La dimensión de incidencia es clave y ha permitido, por ejemplo, en Ayacucho, que la municipalidad se involucre, permitiendo que se pueda acondicionar un espacio para un comedor. Entonces, sí es importante y sí hay este impacto en las políticas públicas, pero solo si hay un respaldo de más organizaciones. Donc en effet, le défi pour les organisations sociales, c'est d'influencer les décisions politiques. Et pour cela, le plaidoyer est évidemment clé. À Ayacucho, ce plaidoyer a porté ses fruits puisqu'ils sont parvenus à ce que la municipalité s'engage à mettre en état un local pour la cantine populaire. La última frase, ¿no? La última frase. La última frase. Después del comedor popular, la municipalidad. Que la municipalidad hizo un convenio para poder organizar el huerto. Et donc la municipalité a aussi signé une convention pour pouvoir faire un potager également. Entonces vemos que sí es importante cuando hay una organización social, cuando hay acompañamiento de organizaciones también que tienen el respaldo de la población, poder incidir en políticas públicas. Y con relación al ámbito internacional, quand les actions ont le soutien de la population, on voit qu'on peut arriver à des changements politiques, en fait. Con respecto al ámbito internacional, sí hay mucha organización social desde no solo sociedad civil, sino también desde las federaciones u organizaciones de pueblos indígenas que buscan, bueno, un ejemplo claro, ¿no?, es que el año pasado se hizo toda una movilización nacional frente a una ley denominada por el pueblo antiforestal, que justo facilitaba que se puedan ampliar los usos de las tierras, facilitando, dándole mayor expansión a los monocultivos. Entonces hubo toda una movilización y la organización social, la sociedad civil, presentó una serie de demandas en la COP que demostraban lo ilegítimo, lo inconstitucional de esa ley. Entonces, para este año ya se están organizando para poder llevar también las demandas, no solo a nivel ecológico, sino también de derechos, vulneración de derechos, vulneración en relación también a la participación, con esta última ley que se ha aprobado, la ley anti-ONGs, ¿no?, que criminaliza la participación ciudadana.
Donc au niveau international, en effet, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui se mobilisent, des fédérations, des organisations des peuples indigènes aussi. L'année dernière, il y a eu une mobilisation nationale contre une loi, une loi forestière qui voulait agrandir les zones agricoles, donc faire reculer la forêt et agrandir les zones agricoles pour développer les monocultures. La société civile a présenté l'année dernière des demandes à la COP pour dénoncer l'illégitimité, l'illégalité de cette loi. Et donc les demandes qui seront adressées cette année à la COP concerneront l'environnement, mais aussi les droits civils, les droits humains et la répression et les restrictions dans les droits de manifester, de s'exprimer. Gracias, Lidia. Propongo hacerle una pregunta a Gaël y después podrás reaccionar de nuevo. ¿Sí? Donc je propose à Lydia de donner la parole à Gaël et puis qu'elle puisse réagir dans un deuxième temps. Gaël, peut-être d'abord une réaction à chaud à la vidéo et à ce que Lydia a pu amener avant que j'aille t'amener vers le jubilé, si tu veux bien. Ah, d'accord. Oui, donc brièvement, cette vidéo, moi personnellement, me touche beaucoup. Parce qu'il se trouve qu'il y a longtemps, j'ai travaillé avec des enfants de la rue au Tchad. C'est un autre contexte, mais voilà. Je trouve que la vidéo vous montre ce que des associations, des ONG peuvent faire vraiment sur le terrain, au ras du sol. Et vous y retrouvez toujours les mêmes ingrédients. On apprend à mettre en commun. Hein, quand elles disent qu'elles font une cantine populaire, ces femmes, en fait, elles font à manger pour plusieurs, pour tous. Donc on met en commun le savoir-faire, les ressources, la nourriture, et on mange ensemble. Voilà, donc on met en commun. C'est toujours, voilà, excusez-moi messieurs, c'est toujours les femmes qui sont à la manœuvre pour faire ça. Et ça ne marche quasiment que si ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un mystère, puisque moi je suis un homme. Mais c'est ce qu'on voit ici. Voilà, ce sont les femmes qui organisent ce type d'initiative, qui les portent, qui les font vivre. Alors ça ne veut pas dire que les hommes en sont exclus, pas du tout. Il faut qu'ils puissent jouer leur rôle. Mais en gros, il faut qu'ils consentent à ce que ce soit les femmes qui aient le pouvoir. Et c'est ce qu'on voit. Les thèmes abordés sont tous absolument fondamentaux. La question de l'agroécologie et, au fond, vous l'avez entendu, de l'autonomie alimentaire. Hein, il y a une des mamans qui dit ben maintenant, en fait, il y a plein de produits que je n'ai pas besoin d'aller acheter au marché. Et quand vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'extraordinaire fragilité de l'économie péruvienne, parce qu'elle dépend d'exportations qui n'ont aucune garantie et d'importation de produits agricoles sans lesquels il n'y a pas à manger pour tout le monde, bon, que la population civile puisse s'organiser pour gagner en autonomie alimentaire, c'est absolument central. Voilà, et c'est ce qu'elles font. Et elles le font dans, disons, la perspective de l'agroécologie, qui est évidemment, vous le savez sûrement, la bonne manière de faire de l'agriculture, et non pas la monoculture extensive ou intensive d'ailleurs, que nous pratiquons avec la politique agricole commune en Europe. Le point suivant que je remarque, c'est les 3 R. Vous avez entendu ça, il y a une jeune fille qui dit, ben voilà, moi j'ai appris les 3 R, réduire, reducir, hein, réparer et recycler. Hein, reparar et reciclar. Et en fait, ces 3 R-là, ce sont les 3 R absolument indispensables pour avoir une industrie soutenable dans l'avenir. Apprendre à réduire le coût matériel de notre industrie, de nos usines, le coût en énergie, en matière, en eau, faire des produits qui sont tout le contraire de ces petits bijoux-là, c'est-à-dire des produits que tout le monde peut réparer. Or, personne dans cette salle ne peut réparer ceci, et personne dans cette salle ne sait réparer sa voiture aujourd'hui, à cause de toute l'électronique qu'on a mise dedans, alors que, rappelez-vous, vous avez sûrement, sinon un papa, au moins un grand-père ou un grand-oncle qui savait démonter et remonter le moteur de sa voiture, et qui le faisait une fois par an pour épater ses voisins. En tout cas, nous, on a ça en France. On a eu ce genre d'énergumène en France. Je suis sûr que ça existait en Belgique. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. Donc, il faut renoncer à ça et revenir à des produits industriels extrêmement simples que tout le monde peut réparer et qui sont très faciles à recycler. C'est exactement le contraire de ceci, qui est bourré de minerais dont certains sont rares, pas seulement des terres rares, mais des minerais critiques, et qui sont très difficiles à recycler parce que ça demande beaucoup d'eau et d'énergie pour recycler ce type de bijoux. Donc ça veut dire nous délivrer, nous, aussi les Européens, nous libérer de l'imaginaire californien
dont nous sommes complètement, par lequel nous sommes complètement contaminés, et qui est dangereux, pas seulement à cause de personnes comme Elon Musk, mais à cause du fait que ça nous envoie dans la mauvaise direction industrielle. Et là, ce qu'on entend, ce qui s'invente ici au Pérou, dans cette société civile pauvre, au ras du sol, c'est exactement la bonne direction, à mon avis. Je rajouterai encore 2 points. Le premier, c'est, Lydia l'a dit, la manière dont ceci, finalement, peut exercer un levier sur la vie politique. Si vous regardez un pays comme le Mexique, qui est aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, dirigé par une femme qui a été experte au GIEC. Donc c'est une scientifique climatologue, experte au GIEC, le groupe international des experts du réchauffement climatique, du climat, qui devient présidente de la République d'un État. C'est inédit. Imaginez en France Valérie Masson-Delmotte qui deviendrait présidente de la République en 2027. Je pense qu'on a du temps avant que ça arrive. Alors, au Mexique, c'est arrivé. Et comment est-ce que les Mexicains ont réussi à faire ça? Parce que ça fait des dizaines d'années que la société civile mexicaine s'organise exactement de cette manière-là. Au ras du sol, de manière au départ très fruste, très simple, très modeste, avec des femmes qui mettent en commun, qui font de l'agroécologie, qui font de l'industrie manufacturière très simple. Alors elle parle des ateliers, bon, c'est de l'artisanat si vous voulez, mais de l'artisanat bien compris, ça va être l'usine bien comprise de demain, qui petit à petit s'organise, qui finit par convaincre une municipalité de faire des choses bien, puis après de la municipalité on passe à la région ou que sais-je, et ensuite on arrive à l'État. C'est vraiment comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça s'est passé au Mexique. Et donc je crois que si nous apprenons à aider cette société civile-là, dans quelques années, on peut espérer, elle pourra faire levier pour que la dictature politique qui aujourd'hui l'opprime soit renversée. Et puis un dernier mot sur la COP30. C'est très important, même si vous avez l'impression, sans doute, parce que c'est ce que nous disent les médias, que les COP aujourd'hui ne servent plus à grand-chose. Pour en avoir fait 5 moi-même comme chef économiste de l'AFD, je peux vous dire que ce n'est pas vrai du tout. Dans la COP, vous avez 2 choses. Vous avez le centre de la COP qui sont des diplomates qui discutent entre eux à huis clos, porte fermée, porte close. Ils sont en général mal informés, ils ne connaissent pas grand-chose au climat, ils ont des mandats contradictoires. Honnêtement, la COP 21 de 2015 a été un miracle avec l'accord de Paris. Et depuis lors, on n'a jamais fait aussi bien, malheureusement. Et ce n'est pas tellement de eux qu'il faut attendre aujourd'hui des miracles, surtout compte tenu des gouvernements que nous avons dans un certain nombre de pays. En revanche, autour de ce premier cercle, vous avez un deuxième cercle qu'on appelle la zone bleue, où je suis allé 5 fois, où s'organisent des tas de conférences, dans tous les sens, avec des militants, des journalistes, des scientifiques, des intellectuels, des politiques qui viennent aussi, évidemment, des chefs d'entreprise, des financiers, des représentants d'ONG et des représentants de la société civile. Et là, en fait, ça se parle. C'est-à-dire, on va à des conférences, on écoute ce que dit un tel. Ah, il y a tel, par exemple, Patricia Wallinga, c'est comme ça que je l'ai découverte, qui est une femme qui vit en Équateur, une leader des indigènes d'Amazonie en Équateur. Elle organise une conférence dans la zone bleue de la COP, tout le monde va l'écouter. Oui. C'est une amie personnelle du pape aujourd'hui, voilà, enfin bon, c'est quelqu'un dont la parole pèse. Et donc ce qui se dit dans la zone bleue informe en fait ce que pense, ce que vit, ce que croit la communauté internationale. Et donc, contrairement à ce qu'on raconte les médias, je continue de penser que si le Pérou, la société civile péruvienne peut se faire entendre dans la zone bleue, c'est fondamental. Et nous les jésuites, on est en train de travailler, j'y contribue, avec un jésuite que certains d'entre vous connaissent, le père Roberto Jaramillo, colombien, pour qu'à la COP30, il y ait des conférences organisées par nous les jésuites pour donner la parole à des associations comme celle que représente Lydia. Voilà, donc je crois que c'est fondamental. Merci Gaël, j'aimerais beaucoup t'inviter à la COP30 au Brésil, à la zone bleue, parce que la CITC, donc le réseau international des ONG catholiques, des ONG de développement catholique, tu connais sans doute le CCFD, Entraide et Fraternité de cette famille-là, Broeders Delen, nos collègues en Flandre, on y sera présent et donc ça serait une belle surprise de te voir là-bas également. Je voudrais, pour que nous ayons encore le temps de débat, je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux et qui a trait à cet ancrage très fort de la foi, de la théologie de la libération, Lydia.
Gaëlle, cette année, hein, donc on est en année du jubilé, ou en année jubilaire. Hein, donc vous savez que l'Église catholique célèbre tous les 25 ans une année sainte. Alors comment, pour toi, en quelques mots, cette année du jubilé peut être ou pas une source d'inspiration et d'action pour les chrétiens? Pour moi, Gaëlle. Pour toi d'abord, et puis si Lydia, je peux commencer à te faire réfléchir sur l'inspiration du Centre Bartolomé de las Casas sur la théologie de la libération, peut-être. Merci. Alors, vous savez sûrement que donc, le pape François a désiré placer l'année jubilaire de 2025 sous le signe de la remise des dettes publiques des pays des Suds. Et donc son grand argument, c'est le réchauffement climatique. Ceux qui en sont essentiellement responsables, ce sont quand même les pays du Nord, c'est-à-dire nous. Le Pérou, contribution négligeable au réchauffement climatique. Hein. Et il en est en revanche directement victime. Donc les victimes ne sont pas les responsables, pour la plupart d'entre elles. Il y a une seule exception, en gros, qui est la Chine, qui est à la fois victime et responsable. Mais à part la Chine, tous les pays du Sud ont une contribution faible au réchauffement climatique, et c'est quand même nous qui en portons la responsabilité écrasante. Et donc le pape François dit que c'est une question de justice élémentaire que les pays du Nord contribuent à aider les pays du Sud à affronter les défis colossaux du réchauffement climatique. La montée du niveau de la mer, l'érosion des sols, le manque d'eau potable, etc. etc. Et pour ça, il propose la remise des dettes. C'est la grande tradition biblique que vous connaissez sûrement dans l'Ancien Testament. Donc, alors, comment fait-on? Donc, si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit article dans la revue jésuite internationale qui s'appelle la Civiltà Cattolica, qui veut dire citoyenneté catholique en italien, pour expliciter comment on fait, ce que propose le pape François, qui n'est pas du tout une idée de marxiste chevelu barbu, comme on le lui reproche, comme lui reproche Elon Musk ou Jill Evans, le vice-président des États-Unis, mais qui est une idée tout à fait sensée et pour laquelle avait déjà plaidé Jean-Paul II, rappelez-vous, en 1999, qui a eu un véritable effet, puisqu'il y a eu vraiment ce qu'on appelle des restructurations de dettes entre 2000 et 2005 pour un certain nombre de pays du Sud, en particulier en Afrique. Et donc, ça peut se faire techniquement, ça s'appelle un swap de dette pour le climat. En mots très simples, ça veut dire on accepte de réduire une partie de la dette du pays, en échange de quoi le pays s'engage à réduire ses émissions et à faire des projets écologiquement intelligents. Et donc, par exemple, à soutenir des associations comme celle que représente Lydia. Et donc, par exemple, actuellement, je suis en train de discuter avec le ministre des Finances du Cameroun. J'ai été sollicité par des interlocuteurs du Cameroun pour réfléchir à un swap de dette pour le Cameroun. On pourrait très bien imaginer quelque chose du même type pour le Pérou. Voilà. Et donc ça, c'est une manière de rendre très concrète la proposition du pape François et d'en faire tout à fait autre chose qu'une espèce de délire gauchiste. Parce que ça n'est pas du tout. Je rajoute juste un mot, avant de donner la parole à Lydia, qui est sur la théologie de la libération, la théologia de la libération, et la théologie du peuple, la théologia del pueblo de François, du pape François. La théologie de la libération, dont Gustavo Gutiérrez a été certainement le grand inspirateur, a eu des vertus, à mon avis, magnifiques. Bon, a été en partie décimée par notre Église, mais avait peut-être une faiblesse que n'a pas l'Institut Bartolomeo de las Casas, heureusement, mais qu'avaient quand même nos amis intellectuels théologiens de la libération, Gutiérrez, Leonardo Boff, Joan Sobrino, etc., qui est que c'était des intellos, tous formés en Europe, qui ne connaissaient pas grand-chose aux cultures indigènes et qui ne s'en occupaient pas beaucoup, pour être très franc. Et donc ce sont des hommes, et après des femmes, des communautés chrétiennes, qui avaient peu d'enracinement populaire, culturel, en particulier dans les populations indigènes d'Amazonie. Ce que fait Bartolomeo de las Casas, c'est beaucoup mieux que ça. C'est reprendre l'inspiration initiale qui est « il n'y a pas de foi sans justice ». Ça, au fond, je dirais, la théologie de la libération, c'est « il n'y a pas d'expérience de foi chrétienne sans justice ». Justice sociale, justice environnementale, etc. Et nous, les jésuites, nous l'avons inscrit dans notre règle, dans nos constitutions, lors de la fameuse congrégation générale numéro 32 pour les spécialistes, le décret 4, il n'y a pas d'expérience de foi chrétienne sans justice sociale et environnementale. Mais l'Institut Bartolomeo de las Casas et ce qu'on appelle la théologie du peuple que défend le pape François aujourd'hui, à mon avis, va un pas plus loin que nos grands théologiens de la libération. Il dit il faut garder ça, plus
une vraie qualité d'écoute à l'égard de l'enracinement populaire des populations indigènes. Et si vous lisez le pape François, il ne cesse de parler de la sagesse des populations indigènes d'Amazonie et de dire que les Occidentaux doivent apprendre des populations indigènes. Vous lisez ça dans Querida Amazonia, qui est son exhortation apostolique, Chère Amazonie. Vous lisez ça dans Fratelli Tutti, la grande encyclique de 2020, dans Laudato Si, évidemment, la grande encyclique de 2015. Voilà. Et donc je crois que, en ce sens-là, mais je vais laisser Lydia le dire mieux que moi, l'Institut Bartolomeo de las Casas est l'extraordinaire héritier de l'intuition fondamentale de la théologie de la libération, et aujourd'hui, l'incarnation de son avatar, de sa version 2.0, si vous voulez, qui est une théologie du peuple attentive et à l'écoute de ce que peuvent nous apprendre aujourd'hui les populations indigènes. Merci. Je voyais Lydia acquiescer, donc ça c'est déjà rassurant. Juste avant de donner la parole à Lydia, une petite page de pub, puisque tu parlais jubilé et dette. À l'entrée, vous avez des analyses qui ont été réalisées par mes collègues du service politique d'entraide et fraternité. Ça s'appelle En finir avec la dette, et donc ça parle du jubilé de l'annulation de la dette. Vous pouvez également aller visiter notre site internet annulerladette.be, qui est un site mis en place par Entraide et Fraternité, mais qui fait vraiment le lien avec une campagne annuelle qui est menée par Caritas International avec une pétition. Donc allez signer la pétition, ça va vraiment nous aider. Lydia, sur la théologie de la libération, avant qu'on passe à l'échange avec la salle. Merci. Gracias. Bueno, el Bartolo, como nos dicen nuestros amigos, cumplió 50 años el año pasado, y la motivación del grupo de gente de peruanos que lo funda es dar respuesta a esta pregunta de cómo hablarle de Dios a la gente en un contexto de muerte, ¿no? Cómo hablar de Dios, cómo hablar de vida, de esperanza, cuando todo está en oscuras. Donc, le Bartolo, comme ils appellent, donc l'Institut Bartolomé de las Casas, a fêté ses 50 ans l'année dernière. Et la motivation des fondateurs était de réfléchir à comment parler de Dieu, comment parler de la vie, comment parler d'espérance dans un contexte de mort quand tout est noir autour. Y esa pregunta sigue vigente. Y la manera en la que asumimos el compromiso de servicio es justo lo que nos decía Gael, de vincular la fe encarnada en la realidad, y que busque, que aspire a una vida digna de todos y todas, a la justicia, a la defensa de los derechos. Y eso es algo que abrazan ahora jóvenes, mujeres, creyentes y no creyentes. Donc cette question est toujours actuelle, et leur façon de la mettre en pratique, c'est d'incarner cette idée que la foi, c'est la recherche de la justice, et c'est ainsi qu'ils transmettent ces valeurs aux jeunes et aux femmes et à la population en général, qu'elles soient croyantes ou pas d'ailleurs. Es importante para el Bartolo y para todas las personas a nivel nacional, agentes pastorales, laicos, continuar caminando muy atentos a estos signos de los tiempos que decimos, ¿no? Atentos a los nuevos rostros de pobreza, la migración, que ha sido muy fuerte en el Perú, interna y también de otros hermanos de otros países, otro rostro de pobreza nuevo, es todo el grupo de mujeres que sigue siendo violentada de manera estructural en el país, los pueblos indígenas, las minorías, ¿no? Cómo buscar de manera colectiva, inspirados en esta opción preferencial por los pobres, alternativas que sean reales, que respondan a las condiciones de las personas que lo están viviendo, ¿no? Donc, c'est important à l'Institut Bartolomé de las Casas d'être attentif aux signes des temps dans toutes les nouvelles problématiques qui se posent, donc nouvelles ou qui perdurent, la pauvreté, les migrations, qu'elles soient internes au pays ou internationales,
à la situation de violence que vivent les femmes de façon structurelle, les peuples indigènes, les diverses minorités, et chercher dans le cadre de... Non, l'ultimo. Ya, sigo. Sí. Bueno. Finalmente, Gustavo tenía una frase que dice: la esperanza no llega en paracaídas. Hay que crear motivos de esperanza. Y es el compromiso del Bartolo y de todas las organizaciones aliadas para el Perú y para también poder hacer transformaciones más globales. Je commence à avoir du mal, hein, je vous avoue. Donc, Gustavo Gutiérrez disait que l'espérance ne tombe pas du ciel, en quelque sorte, il faut la construire, il faut la créer par des initiatives concrètes. Y lo siguiente. Y es el compromiso del Bartolo. Ah voilà, c'est l'engagement de l'Institut Bartolomé de las Casas. Para poder procesos de transformación nacional y global. Voilà, pour arriver à un processus de transformation nationale et globale. Merci. Merci Isabelle, je crois qu'on est toutes et tous conscients que c'est un exercice extrêmement compliqué de traduire, donc merci pour cela. Sí están presentes. Sí. El tema es que la figura del comedor popular nace en la década de los 80, cuando Sendero Luminoso llega a Lima. Entonces... Donc oui, les hommes sont présents. La question, c'est que le concept des cantines populaires est né dans les années 80, à l'époque du Sentier Lumineux. Entonces muchas mujeres empiezan a organizarse ellas, porque los hombres o eran perseguidos, asesinados por toda la ola de violencia, o porque tenían que salir a trabajar. Donc à ce moment-là, ce sont les femmes qui s'organisent parce que les hommes sont persécutés, ils ont dû fuir ou ils disparaissent, il y a beaucoup de disparitions, et donc ce sont les femmes qui doivent travailler. Esta figura del comedor vuelve a tomar mayor presencia, como decíamos, en la época del COVID, en una crisis alimentaria, donde si bien ya existían, comenzaron a generarse nuevos comedores en lugares donde antes no había. Donc ce concept de cantine populaire est revenu sur le devant de la scène au moment du Covid. Il en existait déjà, mais ils se sont multipliés, il y en a eu à plusieurs endroits. En las experiencias con las que estamos ahora trabajando, apoyando, los hombres tienen una función muy importante, que es la de favorecer o permitir, llamémoslo así, que las mujeres participen. Además, un dato importante es que en San Juan del Lurigancho muchas de las mujeres son madres solteras, o sea que se encargan ellas solas de la casa. Donc le rôle important dans les expériences qui sont soutenues, ici le rôle des hommes est important dans le sens où ils favorisent, où ils permettent que les femmes participent à ces projets. Et elle souligne qu'il y a beaucoup de ces femmes qui sont des mères célibataires en fait. Con respecto a la negativa de la sociedad civil sobre la ley antiforestal, es que esta ley lo que hace es modifica los procesos de cómo se van a clasificar las tierras para el uso. Entonces, cuando una extensión de tierra puede tener más uso, se le permite rápidamente que pueda generar actividades agrícolas. Pero mayormente, como decíamos, la amenaza del monocultivo es que consume para mucha gente mucha agua en zonas donde no hay, ¿no? Y porque, por ejemplo, en muchas zonas de la selva central están incorporando alimentos o plantaciones que no son naturales de la región, y eso genera que se pierdan cultivos, por ejemplo, de aguaje, que son cambiados por la palma aceitera, por... Donc, cette loi antiforestale modifie en fait les processus de classification d'usage des terres. Et une fois qu'on change l'usage d'une terre, elle est donc ouverte aux activités agricoles. Mais ce sont des monocultures.
qui demandent beaucoup d'eau dans des régions où souvent il n'y a pas beaucoup d'eau. Et dans la forêt centrale aussi, l'agriculture qui se fait avec des plantes qui ne sont pas indigènes, qui ne sont pas de la région. Et donc on perd les cultures traditionnelles, mal dit les noms, moi je ne sais pas de quoi exactement. Aguaje, mais je ne sais pas ce que c'est. Ya. Okay. Y eso, como dije también hace un momento, vinculado a los intereses de la clase política, facilita que las economías ilegales ganen terreno y dominio en muchos territorios. Et donc ces faits ont un lien avec les intérêts de la classe politique et qui développe l'économie illégale dominio los territorios. Que l'économie illégale domine les territoires, c'est ça. Creo que una parte de la pregunta era, ¿la población se opone o no a esos grandes proyectos de monoculturas? Sí. Est-ce que la question aussi c'était de savoir si la population s'oppose ou pas a ces projets de monoculture assez intensifs? O sea, tenemos ahí dos figuras. Por un lado, los que son trabajadores contratados, que obviamente necesitan el trabajo en estas extensiones, pero también está los otros agricultores que usan técnicas más positivas, favorables para la tierra, y y toda la sociedad civil que defiende este tipo de modelo que no es tan dañino para la tierra, están en contra, ¿no? Donc il y a deux cas de figure. Il y a les travailleurs qui sont engagés dans ces cultures et qui ont besoin de ce travail pour gagner leur vie. Et puis il y a les autres agriculteurs qui utilisent des techniques qui sont plus positives pour la terre, plus écologiques. Et la société civile qui est derrière eux et qui défend une agriculture qui nuit moins à la terre et à l'environnement, en fait. Gracias. Une réaction par rapport à ceci, Gaëlle, avant de venir à la question de qui sont les propriétaires ou qui sont les grandes tensions là autour? Oui, très brièvement. Qu'est-ce qui motive les sociétés? Je crois que Lydia a répondu, mais c'est qu'en fait, la monoculture, ça ne nourrit pas la population. Vous pouvez mettre qui vous voulez autour de la Beauce, où on ne fait que du blé. Vous n'allez pas nourrir la population avec le blé de la Beauce. Donc les Péruviens le voient bien. Et donc c'est pour ça que l'argument qui serait « mais enfin on fait ça pour vous nourrir », en fait ne les convainc pas du tout, et à juste titre. Sur le rôle des hommes, donc je disais tout à l'heure un peu sur le mode de la boutade, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas quand ce sont les hommes, il y a quand même un point, on pourrait dire un peu, disons, si on pense un peu à la psychanalyse, vous voyez, si vous êtes un tout petit peu frotté à la psychanalyse, disons, la maman, c'est celle qui accueille intérieurement ce que vit son enfant. Et le papa, c'est celui qui lui dit quand même la loi. Et alors, il peut y avoir du papa dans la maman et de la maman dans le papa. Donc ne me faites pas dire... ce que je dis là n'est pas un discours, je ne sais pas quoi, essentialiste. Mais, et donc, lorsque une communauté, en fait, n'a plus rien à manger, avec des gamins qui crèvent la dalle, comme on dirait en France, bon, ben c'est tout à fait naturellement, du côté des mères, des femmes, qu'on va accueillir intérieurement cette nécessité impérieuse que les enfants aient à manger et qu'on va s'organiser. Voilà. Alors les hommes, ils ont un rôle fondamental à jouer, qui est de permettre que le règlement intérieur sur lequel on se met d'accord, et ceux qui suivent les cours ici savent que pour qu'un commun fonctionne, il faut des règles extrêmement précises. Ce n'est pas du tout de l'anarchie. Il faut des règles très précises. Ben, les hommes, ils sont aussi là pour faire respecter ces règles. Et on a besoin d'eux pour ça. Vous voyez, c'est fondamental, quoi. Mais il faut que l'inspiration initiale provienne de personnes qui ont la capacité à accueillir en elles-mêmes la détresse de ceux qui n'ont plus rien. Voilà. Alors, les hommes aussi en sont capables, évidemment. Il y a du féminin en chacun de nous, etc. Voilà. Mais je crois globalement, c'est un peu ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je m'explique ce que j'ai vu à peu près dans tous les pays. Et ça a été mon expérience à l'AFD. Vraiment. Un mot sur les propriétaires. Qui sont les propriétaires? Pour être très franc, je ne connais pas le détail de l'organisation capitalistique du Pérou. Mais ce que j'ai vu quand je suis allé il y a une douzaine d'années, c'est qu'une bonne partie, me semble-t-il, du capital péruvien est détenue par la très haute bourgeoisie péruvienne elle-même. Voilà.
Alors c'est très vraisemblable que depuis lors, mais on va laisser Lydia le dire, la Chine soit venue accaparer une partie des ressources, ça, le contraire serait étonnant. C'est très vraisemblable aussi qu'un certain nombre de compagnies américaines se soient elles-mêmes rendues propriétaires d'un certain nombre de ressources, mais essentiellement, si vous voulez, c'est, me semble-t-il, en tout cas pour une grande partie, la très haute bourgeoisie péruvienne qui fait ses études en Occident, pas du tout au Pérou, et qui est propriétaire d'une partie du capital, des infrastructures, des ressources. Voilà. Et puis avant de laisser la parole à Lydia, qui saura dire ça beaucoup mieux que moi, un mot sur l'eau. C'est effectivement un enjeu fondamental parce que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, alors qu'il y a un océan à côté et qu'il y a la forêt amazonienne qui est évidemment une ressource en eau énorme, il y a aussi des déserts au Pérou. Voilà, il y a tout ça à la fois. Et l'eau commence à manquer de plus en plus pour une partie de la population. Ça a été dit dans le documentaire qu'on a entendu. Mon espérance, c'est deux choses. On sait faire aujourd'hui la capture de l'eau qui est dans l'atmosphère, et de manière très efficace. Donc il y a des projets en Afrique aujourd'hui, que connaît peut-être Kofi parmi nous, qui consistent à produire de l'électricité avec une rivière. Donc ça, vous avez de l'hydroélectricité. Et avec cette électricité-là, vous captez l'eau qui est dans l'atmosphère, en zone tropicale humide. Et là, vous avez de l'eau douce, par construction, que vous pouvez utiliser pour des projets agricoles, d'agroécologie. Donc ça, on pourrait le faire aussi au Pérou, et utiliser cette eau pour l'envoyer dans des endroits où il n'y en a pas. Deuxième solution, là vous voyez, je réponds en tant qu'ancien chef économiste. Vous demandez à un chef économiste, il cherche des solutions. Voilà. La deuxième solution, c'est des ressources aquifères. Bon, il y a plein de ressources aquifères sur la planète, c'est-à-dire de l'eau souterraine. Il y en a plus que 10 fois plus qu'à la surface. Donc il y a beaucoup plus d'eau sous la Terre qu'à la surface de la Terre. Ça, on le sait depuis très longtemps. La question, c'est où se trouve-t-elle? Et majoritairement quand même, au pied des grandes montagnes, en général, il y en a beaucoup. Parce qu'elles ruissellent depuis le sommet de la montagne, sous la terre, depuis des millénaires, depuis que la montagne existe. Donc ce serait très étonnant qu'il n'y ait pas des ressources aquifères extrêmement abondantes au pied des Andes. Voilà. Par exemple, c'est le cas en Mongolie, au pied de l'Himalaya. Donc sous le désert de Gobi, qui est un désert absolu, il y a énormément d'eau souterraine. Après, encore faut-il identifier où c'est, creuser, puiser, etc. Donc il faut des gros investissements. Mais c'est très possible, j'ai aucune preuve, mais comme ça, à vue de nez, je dirais, c'est très vraisemblable qu'il y ait en fait beaucoup de ressources d'eau cachées au Pérou. Merci Yael. Isabelle, ça va encore au niveau temps? Oui, oui. Lydia, tal vez volver a retomar la cuestión del agua. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de l'agroécologie quand il n'y a pas d'eau, hein, quand on voit les collines autour de Lima? Première chose. Et deuxième chose, peut-être compléter, Gaëlle, sur qui sont les propriétaires, en fait. J'allais dire du Pérou, mais au Pérou. Con respecto al agua, efectivamente en San Juan del Lurigancho, en la zona donde se hace el proyecto, no hay agua potable, entonces la comunidad se organiza para poder comprar el agua. Están viviendo en situación de pobreza y tienen que buscar en la agencia para comprarse el agua. Donc par rapport à l'eau à San Juan del Lurigancho, dans le projet qu'on a vu dans la vidéo, en effet, il n'y a pas d'eau potable et donc ils doivent acheter l'eau. Donc tout en étant pauvres, ils doivent acheter l'eau pour cultiver. Existen en Perú muchos saberes ancestrales que permiten, por ejemplo, cosechar el agua de la lluvia, ¿no? En el caso de Ayacucho se hicieron intercambios de experiencias para que los jóvenes de Lima, las mujeres de Lima, puedan conocer una experiencia de cosecha de agua y es algo que están intentando implementar. Donc il existe beaucoup de techniques ancestrales pour collecter l'eau de pluie. Et donc, ils forment les jeunes et les femmes pour réapprendre ces techniques de collecte d'eau de pluie et ça commence à donner des résultats. Bueno, y sobre quién es el dueño del Perú, el poder ahorita lo tiene, como decíamos, una coalición donde los empresarios, el gran capital, tiene un gran papel, ¿no? Hay un negociado clarísimo entre los intereses de este gran capital, de la CONFIEP, puntualmente, y de toda la clase política actual. Efectivamente se ha firmado un TLC con China, se ha creado un megapuerto que se supone va a crear y generar mucho trabajo, pero que ya tiene muchos puntos débiles en la sociedad de Chancay puntualmente, ¿no? Entonces
se siguen abriendo las puertas del país para el extranjero, debilitando los estándares de estos tratados que van a, de todas maneras, afectar e influenciar en la calidad de vida de la gente. Donc clairement, le pouvoir appartient à cette coalition entre industriels, entre détenteurs du capital et politiques. Il y a clairement voilà, un accord entre eux. Le pays signe des accords de commerce avec la Chine. On construit des ports, donc ça va donner beaucoup de travail, mais dans tous ces accords, on ouvre de plus en plus les portes donc, à l'étranger, mais dans tous ces accords, les normes sont affaiblies et ça va affecter la qualité de vie des gens.